Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du 21 mars 2014. Nouvelle émission qui inaugure un peu des nouveaux changements dans la façon dont on va présenter notre podcast, Oui. de travailler là-dessus. Écoute, ça a tellement été facile, j'ai surtout pas passé des dizaines d'heures à gosser ça, mais finalement, on a un vrai podcast. J'en suis reconnaissant d'ailleurs. J'espère que oui. Et donc, on a vraiment un podcast avec un RSS feed. Vous pouvez vous abonner avec n'importe quelle plateforme que vous avez à notre podcast. Je vais évidemment displayer, ou plutôt afficher, l'adresse à l'écran. Vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme, incluant iTunes, parce qu'on a été accepté sur iTunes. Donc, vous pouvez le mettre manuellement sur iTunes ou nous chercher dans le iTunes Store en n'oubliant pas de mettre un Z à vrai. Donc, on est officiellement légitime. On est vraiment un podcast maintenant, Bon, c'est plus une joke. Sur ce, on se lance dans le vif du sujet. La campagne électorale, ça s'en va où? Amen. Ça s'en va où, cette Ben, campagne? ça s'en va vers, comme tu avais prévu, malheureusement, un beau dipôle. Ouais, Un beau aimant avec un bout de positif et un bout de négatif. Mais parlons-en de ce fameux sondage-là en début de semaine qui illustrait une débandade totale pour la CAQ. Moi, ça m'a fait poser une question que probablement que Mario Dumont s'est posée pendant plusieurs années en son sommeil, en se couchant le soir. Est-ce que les Québécois ont peur du changement? Et je dis changement au sens large, pas juste changement comme moi, j'aimerais ça que les choses changent. Là. Je te parle d'un vrai changement que genre Québec solidaire propose ou que le Parti conservateur propose ou Ben, je pense que tu as raison. les structures. Ce que je veux dire, c'est que les humains de base ont une peur relative du changement. Mais tu peux regarder ce sondage-là de deux manières par rapport à la peur du changement. Oui, il y a la peur du changement dans le sens que l'on largue la CAQ, qui est un changement. Mais la raison pourquoi on largue la CAQ, c'est pour aller vers les libéraux qui empêchent les péquistes de rentrer au pouvoir, qui veulent faire un énorme changement qui s'appelle la souveraineté. Donc ça aussi, c'est une part du changement. Exactement. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est... Mais ça reflète aussi la faiblesse de l'option souverainiste en ce moment. Oui, mais en même temps, là, le fameux modèle québécois qu'on vante souvent, encore là, qu'on soit en accord ou en désaccord avec ça, je pense que le modèle québécois mériterait quand même un certain ménage printanier. N'empêche que ce modèle-là a été mis en place pendant une période relativement courte à l'aide de changements majeurs, structuraux, dans la façon dont était gérée notre société. Pourquoi aujourd'hui, en 2014, on n'est plus capable de se mobiliser ensemble puis d'accepter les conséquences, les coûts, les oppositions, puis d'aller de l'avant et de faire ce genre de changement-là? Ben, je pense qu'il y a deux affaires qui rentrent en compte. Premièrement, la quantité de gens qui sont sortis du baby boom, qui est un mouvement de jeunes, parce qu'à l'époque, dans les années 60, ces gens-là, ils étaient jeunes. Et tendance à l'oublier. T'avais une grosse masse de jeunes qui ont le désir de changement, ils ont le désir de faire un monde meilleur. Et non seulement ils ont ce désir-là, mais contrairement à toi et moi, ils sont une grosse masse de gens. Il y avait la démographie en leur main. Ils ont un poids démographique immense et ils ont fait avancer leurs options. Et non seulement ça, mais pour peut-être des raisons historiques ou des raisons de contexte, ces gens-là avaient, somme toute, une idée générale, plus ou moins, en fait, quand même consensuelle de où aller. Plutôt commune, exactement. Exactement. Mais là, aujourd'hui, il y a du monde qui veut monter les taxes, il y a du monde qui veut baisser les taxes, il y a du monde qui veut mettre plus de privé dans la santé, il y a du monde qui veut en mettre moins dans la santé. Il y a du monde qui veut plus de bus, il y a du monde qui veut moins de bus. Il y a du monde qui veut hausser les frais de scolarité, il y a du monde qui veut la gratuité scolaire. Mais dans les années 60, tout le monde voulait une 20. Tout le monde voulait une autoroute 20. Tout le monde voulait un ministère de l'Éducation. Oui, je comprends. Je pense que ce que je veux dire, c'est que sois pas trop dur avec notre génération. Sois pas trop dur avec notre contexte. Ces gens-là, entre guillemets, l'ont eu facile. Oui, mais OK, effectivement. Peut-être que la facilité ou la difficulté de ce changement-là à l'époque a pu peut-être avoir une influence sur le fait qu'on a réussi à faire ça. Mais Colin, aujourd'hui, on est dans l'immobilisme le plus total et complet. Puis là, attention, là, je suis pas en train de dire que tous les partis proposent de rester sur place puis de tourner en rond autour de la fontaine de tournée devant le Parlement, là. C'est pas ça que je dis. Présentement, tu peux pas le faire parce que Red Bull Crash Test est dans le chemin. Mais en tout cas, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que les partis proposent des mesures plaster, des mesures
des petits ajustements, des petites choses comme ça. Particulièrement la CAQ, d'ailleurs, ce que je pense qui est le problème un petit peu, quand même, qui peut non, mais illustrer... attends une minute, là. Si tu veux aller du monde qui propose rien, puis juste des tweaks, là, les libéraux sont les plus coupables de ça, malheureusement. Je veux dire, on peut aller contre la CAQ... La CAQ. On peut aller contre la CAQ autant que tu veux, mais dans la plateforme qui pourrait s'appeler l'immobilisme, le statu quo, le cruise control, c'est les libéraux qui gagnent la palle là-dessus. Ben, c'est le fameux les deux mains sur le volant. Ah non, On dit pas où est-ce qu'on va, mais on a les deux mains sur le volant. Écoute, les autres, leur vision, c'est pendant 1 an et demi, le PQ a fait un petit virage, mais on va revenir où est-ce qu'on allait, là. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, là. Non, écoute, mais moi, ça me désole. Je lisais un texte dans la presse de Patrick Lagacé, puis bon, écoute, je lis pas nécessairement, puis je porte pas nécessairement plus ou moins de foi à ce genre d'éditoriaux-là, mais je trouvais qu'il écrivait avec plus d'éloquence que je pouvais l'avoir. Ce que je déplore dans cette campagne-là, c'est-à-dire que c'est, puis d'ailleurs, toutes les campagnes électorales sont un peu comme ça, c'est des gens qui sont partisans, ou militants, même il utilise cette expression militants, qui s'attaquent mutuellement, mais qui ne s'écoutent pas. Et d'ailleurs, on va voir ça dans le débat des chefs demain, jeudi. Il n'y aura pas de communication véritable entre eux autres. Non. Il va y avoir des questions qui sont posées, il va y avoir des réponses qui sont données qui doivent inclure toujours les 3 mêmes éléments. Personne va grandir, là. Puis il n'y a pas grand monde qui vont changer d'idée. Qui vont l'écouter. C'est ça le problème. Parce qu'il va toujours avoir le même principe. Moi, mon parti, c'est bon. Le parti précédent et encore les 2 autres, idéalement, et les 3 autres, ou les 4 autres, je ne sais pas combien il va y avoir de chefs. Il va y avoir les 4, il va y avoir Québec solidaire, mais pas Option nationale, puis pas le Vert, puis pas le conservateur, bon, puis pas le communiste. Donc, chaque réponse va inclure des belles flèches envoyées aux 3 autres, une promotion fanatique presque, en fait, de la pertinence de ce que le parti amène, et surtout de peu d'explications, en fait, sur ce que véritablement les partis vont faire. Mais c'est pas là que tu fais ça dans un débat, là. Mais si c'est pas là, c'est où que tu fais ça? Ça va être On plate, le fait là. pas! Non, mais ça va être plate, là, mais ça va être dans une assemblée constituante d'un parti. C'est là que tu t'astines vraiment sur des sujets de fond. Le reste, c'est du show, là. Puis un peu à l'Assemblée nationale, soyons honnêtes, là, quand il y a des projets communs, machin. Et, je veux dire, il y a quand même du truc qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est comme dire, je regarde le Super Bowl, puis tout ce que je vois, c'est du monde de se rentrer dedans. Le débat, c'est un peu le Super Bowl. C'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu caricatural. Je comprends. Il y a plus qu'au football que se rentrer dedans. Je comprends, mais maintenant, ça s'est étendu à l'ensemble de la campagne électorale. C'est ça mon problème. Ouais, je sais. C'est que maintenant, la campagne électorale, c'est d'ailleurs ce que je suis justement... peut-être juste plus résigné que toi, dans le fond. Peut-être. Je suis peut-être encore au stade de m'indigner de ça, mais c'est justement ce que Patrick Lagacé dit dans son texte. C'est que maintenant, une campagne électorale, c'est une campagne de marketing, essentiellement. Ah oui. Oui, mais on dit... Ça fait longtemps que c'est de même. Oui, mais plus dans le temps de René Lévesque avec des vrais projets, là. Oui, mais justement, là, on est-tu rendu blasé à ce point d'accepter qu'on mobilise les médias québécois au complet, parce que je t'annonce qu'on ne parle pas de grand-chose d'autre dans l'essentiel des médias québécois que de la campagne électorale quand on est en campagne. On est rendu qu'on ne fait que ça. On lance des slogans, on lance des idées, on fait rouler en boucle les gaffes que nos adversaires font, puis on demeure très vague avec le sous-texte qui étant « Non, mais on est conscient que c'est un problème, faites-nous confiance, mais donnez-nous le pouvoir. » Je vous le dis, on s'en occupe. Donnez-nous le pouvoir majoritaire. Oui, puis après ça, on s'en occupe. On ne dira pas comment on s'en occupe, mais on s'en occupe. Écoute, c'était le slogan des libéraux pour ça est malade. Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Même s'ils passaient la campagne à nous dire c'est quoi les vraies affaires, guillemets, entre les airs présentement. C'est notre show. La réalité, là, c'est que les vraies affaires, là, tout le monde a une idée de ce que ça peut être, les problèmes ou les questions qui doivent être réglées ou les éléments sur lesquels on devrait se pencher. Chacun peut avoir un accent mis sur plus l'économie, plus la santé, plus l'éducation. Mais Colin, là, des sphères dans la société sur lesquelles il faut qu'on travaille, il n'y en a pas 22 000. OK? Le problème, c'est qu'ils passent la campagne à nous dire qu'ils vont s'occuper de ça, mais ils passent 0 moment à nous dire comment ils vont s'occuper de ça. Oui. Donc, la campagne, c'est simplement de dire on va s'en occuper, on s'en occupe. Mais t'as raison dans le sens que ce slogan-là est un peu étrange parce que quand tu parles des vraies affaires, pour un souverainiste, les vraies affaires, c'est la question constitutionnelle. Mais ça, c'est pas une vraie affaire pour eux. Là, t'es là, OK, bon. Mais en même temps, c'est la beauté du slogan, c'est la beauté du nom de notre show. C'est qu'en fait, tu peux parler de n'importe quoi quand tu parles des vraies affaires. Exact. C'est un peu comme... Les vraies affaires, c'est une expression qui est un petit peu comme... le gros bon sens. Tout le monde... Je sais pas qui avait dit ça, mais tout le monde a du gros bon sens, selon lui. C'est faux, d'ailleurs, mais bon. Mais
Mais encore là, je veux dire, c'est quelque chose qui est très vide. Là. C'est pas, en tout cas, c'est peut-être moins vide qu'on se donne le go. Là. Mais non, mais ça revient au même. C'est que le message, c'est pas voici ce qu'on va faire, c'est pas voici comment on va le faire, c'est donnez-nous le pouvoir. Mais en même temps, quand on va s'en occuper. Quand tu as une plateforme qui est tellement axée sur le statu quo comme les libéraux, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, on va tweaker la machine de ce bord-là. OK, d'accord, mais c'est pas mieux le PQ. Pas, le PQ, sexy, le Parti québécois, OK, le Parti québécois, leur slogan, je le disais la semaine passée, c'est une étude, c'est plus de tout. Plus de tout étant exactement les choses que les gens reprochent au Parti québécois. Ils n'expliquent pas comment on va arriver à être plus fort, plus indépendant. Vraiment pas, en plus d'ailleurs, surtout qu'il ne faudrait pas parler de référendum, dans le fond. Plus accueillant, on ne parle même pas de la charte, on commence à en parler, puis c'est pourquoi qu'ils parlaient de la charte. Et puis même les autres slogans, regarde, Québec solidaire, on vote avec nos têtes. Ça veut dire quoi, on vote avec nos têtes? En théorie, là, ça pourrait être le genre de slogan qui amène quelqu'un à justement ne pas voter pour Québec solidaire. Faut pas capoter avec les slogans. Mais c'est juste ça. Mais ça reste une ligne. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire avec une ligne? Là? Je veux dire... Non, je suis d'accord. Même le PQ est allé au-delà de la ligne, il en a mis 4. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que maintenant, la campagne électorale, ce n'est que ça. Mais je pense pas que ce n'est que ça quand même. Là. Il y a des enjeux qui sont discutés, il y a des trucs qui sont... Mais qu'est-ce que tu retiens, toi, la campagne jusqu'à présent? Là? Je te mets sur la sellette, là, je le sais, mais vas-y. Non, mais ce que je retiens de la campagne électorale, et on parlait de ça un petit peu avant, c'est que la question constitutionnelle est encore, en fait, est de plus en plus un tabou, des deux côtés. On ne parle pas de souveraineté, parce que les gens ne veulent pas entendre parler de souveraineté, et quand on parle de souveraineté, l'appui baisse. Pour le PQ, tu veux dire? Pour le PQ. Et quand Couillard propose son alternative qui est de, entre guillemets, rouvrir la Constitution, entre guillemets, peut-être commencer à parler du monde pour 2017, parce que là, c'est le 150e anniversaire de la Constitution, fait que là, pour des raisons mystiques et numériques, il faudrait qu'on en parle rendu là. Hey, d'ailleurs, là, on pourrait faire une bonne émission sur le phénomène de la commémoration en général. Ça, t'en aurais à dire. J'en aurais long à dire là-dessus. Là. En tant qu'historien. Mais quand, lui aussi, là, il a dit aux journalistes, là, non, c'est arrêtez de me poser des questions là-dessus. Donc là, on est dans une espèce de et à l'inverse, phase de transition de c'est quoi qui se passe? Là? À l'inverse, by the way, justement, Québec solidaire, il spin beaucoup sur la souveraineté présentement. Qu'est-ce que tu veux dire, il spin? Là? Ils spin, eux en parlent. Eux en parlent beaucoup, là, dans le sens qu'ils se... Justement, parce que... C'est étrange, ça, parce qu'ils ont été encore plus check-in sur la souveraineté que les péquistes à l'époque. Mais moins, là, maintenant. Honnêtement, peut-être parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils sont allés chercher des votes du PQ, peut-être avec des trucs comme PKP, etc. Mais je pense que c'est ça, en fait. Ils vont aller peut-être chercher des votes aussi d'Option nationale. Ils vont vouloir aller chercher les votes qui sont déçus par le virage, soyons honnêtes, un petit peu plus à droite du PQ en général. On parle pas de droite, on parle d'un virage qui part relativement à gauche. C'est moins viré à gauche. On vire pas encore à droite. Non, en fait, c'est ça. C'est comme on va pas couper dans les tons, on va juste ralentir la croissance des dépenses. C'est ça. Ne capotons pas ici. Là. Mais donc, eux le font quand même. C'est à noter. Moi, parce que je veux qu'on arrête. Mais c'est la différence entre dire je propose un pays qu'on n'a aucune idée de quoi qu'il va avoir l'air à je propose un pays qui va avoir l'air de ce que quelque chose réel que je propose. Ce que Québec solidaire fait. Même si on ne peut ne pas être d'accord avec le modèle qu'il propose. Mais ultimement, le problème avec cette approche-là que Québec solidaire a, c'est que si ton objectif, c'est réellement la souveraineté, il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu ouvres tes opportunités. Il faut que tu ouvres ton horizon gauche-droite parce que ça devra être une alliance pour passer parce que no way que tu vas regrouper 50% du monde avec les idées strictes, entre guillemets, de Québec solidaire. Là. Ils ne seront jamais un parti souverainiste. Ils sont un parti socialiste qui adonne, qui est souverainiste. Parce que pour eux, historiquement, en fait, c'est pratique pour eux d'attirer les gens souverainistes. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'en fait, pour que leur modèle puisse fonctionner, il faut qu'ils aient le contrôle total des destinées de la nation. Mais c'est en même temps, c'est que là, tu renverses l'espèce de cause-conséquence, ou plutôt, qu'est-ce que tu veux en premier pour obtenir quoi? Les vrais, là, je veux dire vrais souverainistes, là, envoyez-moi pas des emails de haine, là. Mais en guillemets, les gens qui voient la souveraineté comme une fin ultime ou une fin principales veulent la souveraineté et ensuite on verra. Alors, eux, ils ont quelque chose qu'ils veulent, puis là, dans le calcul, ils réalisent qu'ils ont besoin de la souveraineté. L'étape 1,
En fait, l'étape 1, c'est genre socialiste, puis l'étape 2, c'est ouf, on a besoin d'être souverainiste pour le faire pour vrai. OK, fait qu'on va être souverainiste. Mais c'est pas... Tu vois la différence? C'est pas... Tout à fait. La tentative que le PQ a faite en prenant PKP, c'est un petit peu ça, c'était d'aller élargir un petit peu l'horizon des souverainistes. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Et la chose que j'ai très sous-estimée dans ma boule de cristal, c'est le transfert de vote immense qu'il y a eu entre la CAQ et les libéraux que j'ai clairement sous-estimé. Parce que visiblement, en fait, les gains, peut-être que c'était arrivé avant, mais les gains que le PQ pouvait faire de la CAQ avaient déjà été vidés. C'était déjà fait, ça. Le peut-être 3-4%, là, il est arrivé cet automne, il est arrivé ce printemps. Puis là, ce qui restait, c'était des votes pour les libéraux. Des gens qui sont assez crinqués, qui sont assez frileux par rapport à la... Frileux dans le bon sens, pour l'option souverainiste, et que là, ils disent, bon, là, il faut que je fasse de quoi, parce que ça n'a pas de bon sens, fait qu'ils votent pour le Parti libéral. Mais en même temps, il ne faut pas voir ces gens-là comme des gens qui vont avec le sourire là, vers les libéraux. Là. Non, mais là, c'est ça. Mais sortons là, du cadre, du fameux cadre référendaire, du cadre constitutionnel. Qu'est-ce qu'on retient, outre ça, de la campagne actuellement? Ça revient à mon point de ce que je déplore. Là. Ouais. On retient quoi? Là? On retient la perte de la troisième option. J'espère qu'on va changer peut-être de gear pour la deuxième moitié. Parce qu'on est à la moitié. Là. J'espère qu'on va changer de gear, on va changer de sujet, on va changer de frame, on va changer de paradigme pour le reste de la campagne pour parler des vraies affaires. Et toi, vers où tu voudrais que ça aille? Mettons. J'aimerais qu'on parle de réingénierie de l'État un peu plus, honnêtement. C'est peut-être c'est un petit peu dans la vision de la CAQ, mais cette semaine, là je vais spinner sur une opinion que j'ai, mais on parlait de l'augmentation des salaires des médecins. Mm-hmm. Et l'augmentation des salaires des médecins, l'année prochaine, est-ce que j'y crois comprendre? L'année prochaine, dans le budget, c'est 500 millions de plus dans le budget. Sur 60 milliards, c'est pas mal. Pendant ce temps-là, on chiale sur des voyages au Vatican à 400 000. Exact. Et non seulement ça, mais c'est non négociable pour les libéraux, c'est peut-être négociable pour les péquistes, et je pense que ça devrait être négociable pour les caquistes. Mais là, il faut sortir de la vision que domper plus d'argent dans la poche des médecins, ça règle quelque chose. Ça règle rien. C'est une fausseté qu'un lobby vous a rentré dans la gueule. Ce n'est pas vrai que donner autant d'argent à si peu de gens dans le système de la santé règle quoi que ce soit. C'est faux. Ça n'arrivera pas et c'est des millions donnés pour que ces gens-là aient des plus gros chars. Mais plus gros chars et plusieurs maisons. Ultimement, honnêtement, je ne suis pas tout à fait en accord avec toi de ce que j'en connais, dans le sens que je suis d'accord avec toi que juste, comme d'ailleurs ça a été la solution pendant longtemps pour toute l'entièreté du système de santé, c'est-à-dire juste domper de l'argent sur un problème, ça ne règle pas le problème. Mais ça, c'est encore pire parce que c'est pas juste dans un système, c'est dans des individus très précis. Sauf que par contre, la question de la valorisation de ce genre de professions-là, qui peuvent passer par autre chose qu'une augmentation salariale, est un des problèmes du système de santé. Je pense pas pantoute. Là. Bon, Écoute, les admissions en médecine, là, c'est quelque chose qui est contingenté depuis des années, évidemment. La job de médecin, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé dans notre société. Ils n'avaient pas besoin, ils n'auront pas besoin, ils n'auront jamais besoin. En tout cas, je dis jamais, là, mais aucunement, ça ne change absolument rien à la valorisation de leur profession que des augmentés de salaire autant que ça, aussi rapidement. Non, mais je te parle, moi je pense qu'il y a un travail à faire sur le plan de la valorisation qui ne passe pas par une augmentation de salaire nécessairement. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais écoute, je sais pas, je n'ai pas prêt nécessairement à parler de ce Non, je sais que je te balance ça un peu comme un bio, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste 500 millions qu'on se calisse. C'est grave, là. Je suis d'accord avec toi. C'est grave, là. Ça pas longtemps. C'est un petit peu, c'est plate parce que... Puis peut-être que les gens ont un problème avec l'échelle des dépenses publiques, mais 500 millions qui va à si peu de gens là, dans le système de la santé, je trouve ça triste. Mais pourquoi on n'en parle pas d'abord durant la campagne? Là? Ben, on parle pas de ça. Là? On n'en parle pas. Veux-tu savoir pourquoi on n'en parle pas? Vas-y donc. Parce que d'un côté... d'un côté. En même temps, les péquistes ont dit que d'ailleurs, les autres, ils trouvaient ça genre so-so puis qu'ils aimeraient ça réouvrir cette entente-là. Côté des libéraux. Le chef est médecin. L'ex-ministre de la Santé, évidemment, il est médecin. Barrette, il est médecin. T'as 3 médecins spécialistes dans le top de cette hiérarchie-là. Penses-tu que ces gens-là vont négocier une baisse de salaire des médecins? Je comprends. Penses-tu? Non. Penses-tu? Je suis pas assez optimiste pour penser ça. Penses-tu? Mais écoute... Mais c'est pas du tout parlé, parce que dans leur vision, là, plus les médecins ont d'argent, écoute, on va les faire des millionnaires. Rendu là, écoute, 2 millions par année, ça va tout régler. C'est tellement absurde.
Et c'est tellement contre la logique des études internationales faites sur les systèmes de santé. Il faut... C'est tellement pensé que le médecin, c'est tout ce qu'il y a dans ce système. Puis je dis pas qu'ils sont pas importants. Je veux dire, envoyez-moi pas des emails de haine. Mais quand même. Non, je comprends, effectivement. Par contre, il faudrait faire attention quand tu disais là, de réorienter le débat sur la réingénierie de l'État. J'éviterais ce mot-là, considérant qu'il y a comme une espèce d'attachement négatif associé à ce que la promesse du gouvernement Charest à l'époque avait fait par rapport à ça, qui n'a jamais été livré, en fait. Là. En même temps, oui, puis ça, c'est... J'utiliserais un autre terme. Dans ça, je suis d'accord avec le concept, Ouais. Je pense qu'on devrait en parler, mais j'utiliserais un autre terme. Je pense que, je- justement, au niveau de Attends un peu, relations publiques... J'ai appelé ça « décore ta vie de l'État ». On refait un immeuble, on achète du truck cheap au Rona Depot, puis on... Sais-tu quoi? Je pense... La réingénierie de l'État, c'était essentiellement une bonne idée qui a été, entre guillemets, sabotée par un mouvement syndicaliste concerté. D'ailleurs, quand on parle de syndicalisme, en fait, dans la fin de semaine, ils ont mis ça genre vraiment underground, mais pour les prochaines négociations qui arrivent en 2015 au niveau de l'État, les 3 grosses centrales syndicales au niveau de la fonction publique québécoise se sont alliées ensemble. Donc, on est encore au retour d'une union syndicale qui traverse les barrières des grosses centrales syndicales. CSN, FTQ, et là, sur des centrales syndicales de la fonction publique québécoise, mais je ne sais plus c'est quoi exactement l'acronyme. L'acronyme, oui. Mais bref. Mais donc bref, écoute, je pense qu'avec des cartes à vie de l'État, tu pourrais rejoindre plus de monde, en fait. Je sais pas si ça marchait bien. Hey, sortons un peu du cadre purement québécois, parce que moi, la campagne, comme je te dis, je suis un peu découragé. Je vais continuer à la suivre, écouter le débat demain, mais ça me décourage un peu, mais comme tu dis, ça fait longtemps que c'est de même. Il y a eu des développements dans l'histoire de l'Ukraine. Je sais qu'on suit un peu les mêmes dossiers, mais honnêtement, dans l'actualité ces temps-ci, c'est assez tranquille, là, effectivement. Donc, la Crimée est maintenant officiellement une partie de la Fédération russe. Donc, ça s'est fait... écoute, moi, là, ça en est rendu ridicule. Je pense qu'on est rendu à 6 ultimatums différents de la part de l'Union européenne et des États-Unis qui disent, là, prochain move, là, il va y avoir des conséquences, là. Et là, il y a eu une vague de conséquences. Est-ce que tu as suivi la nature de cette vague de conséquences-là? Oui, là, je pense que oui, là. Vas-y. Dans le sens que c'est 21 personnes choisies qui n'ont plus le droit de voyager. Donc, c'est des visas qui ne sont plus Ces gens-là octroyés. ne sont pas remplaçables d'aucune manière. Et ils sont leurs avoirs, en fait, leurs possessions financières à l'extérieur de la Russie, évidemment, parce que c'est là où la juridiction est, ont été gelées. Mais sais-tu quoi? Non seulement, là-dedans, il y a 8 ou 10 membres, je crois, du Parlement russe. Il y a 8 personnes en Ukraine, puis en Crimée, essentiellement. Ouais. Puis 3 membres des forces armées de la Crimée, donc, qui ont collaboré. Russes, en fait. Okay. Je ne sais plus l'exactitude. Russe et Crimée rendu là, ça devient... Ben, maintenant, c'est rendu un peu c'est la la même même affaire. chose. Mais dans le fond, il y a eu un des parlementaires russes, en fait, a fait une sortie publique pour dire qu'il était honoré d'avoir été mis dans cette liste-là de gens. Mais je le serais aussi, honnêtement. Et pire encore, la chambre basse du Parlement russe a voté une motion pour que tous les membres soient inclus sur la liste d'interdiction de voyage et de gel des possessions, parce qu'ils sont tous fiers de... Bon, évidemment, on peut parler du contexte politique là-bas, là. Mais c'est une mesure qui n'a littéralement eu aucun effet. Là, la prochaine mesure qui s'en vient, c'est l'exclusion de la Russie dans le G8. Mais la Russie est clairement en train de se positionner comme étant, avec la Chine, à la belle époque du communisme et de la guerre froide, elle se tourne, oui, vers l'Europe jusqu'à ces espèces de frontières naturelles, entre guillemets, c'est-à-dire pas mal toute l'Ukraine au complet, mais ça, c'est un autre dossier, là. Mais essentiellement pour plus se positionner justement en Asie et au Moyen-Orient, avec le soutien notamment à la Syrie, le rôle que la Russie joue avec l'Iran. Et écoute, les disputes territoriales que la Russie est en train de régler à coups de non-coups de fusil, quoique là, la violence commence tranquillement, malheureusement, à se développer en Crimée. Là, la Chine regarde ça, puis comme nous, on a deux, trois disputes territoriales, notamment les petites îles Senkaku avec le Japon. Là. Écoute, si ça marche, envoyer 2-3 bateaux avec des troupes, on va le faire. Je pense que la différence qui arrive avec la Crimée dans tout ça, c'est que quand la population locale est somme toute d'accord avec ce qui se passe, je veux dire, là, tu peux me dire que le référendum a été truqué, puis je dis, OK, là. Je te le dirai même pas. Mais ça reste des russophones, russophiles, et des fois même des Russes qui habitaient là.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça devient difficile d'être vraiment 100% contre ça quand la population locale fait comme « Hey, sérieux, l'Ukraine, c'est ça qu'on aime mieux dans la Russie. » Qu'est-ce que tu fais, là? Je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs toute la difficulté et la fine ligne politique sur laquelle les gens marchent présentement parce qu'il y a des manifs en Crimée, toute proportion gardée, effectivement une dose de légitimité qui est associée à ça. Mais l'affaire, c'est que la possession effective de la Crimée par la Russie avait été faite avant même qu'il y ait ce référendum-là. Avant même qu'il y ait cette expression populaire-là. Ah, je sais. Et c'est là où je veux dire que la méthode Poutine, elle va peut-être faire des petits sur le plan politique. Mais justement, c'est que fais attention à quel point tu peux faire des petits avec ces techniques-là, parce que je pense que ça reste un cas somme toute idéal pour eux. Même si ça avait été... Il n'aurait pas pu faire ça avec Kiev, là. Non, mais regarde, même si ça n'avait pas été légitime. Parce que, même si ça n'avait pas été légitime, là, oui. OK? Même si le référendum, là, mettons qu'il avait été vraiment un vrai référendum, là, puis que 51% des gens avaient voté non, puis que Poutine avait décidé qu'il restait là, penses-tu vraiment que l'Ukraine aurait attaqué? Penses-tu vraiment que l'Union européenne aurait attaqué? Penses-tu vraiment qu'il y aurait eu des mesures concrètes faites pour les déloger de cette région-là? Je pense qu'il y aurait, surtout dans la défense des gens en place, je pense qu'il y aurait quand même eu plus de trucs. Ce que je veux dire, c'est que c'est un show, là. Les forces de l'Occident font une réaction parce que c'est écrit quelque part, puis c'est expected qu'ils fassent une réaction. Mais pour vrai, là, ils s'en crissent. Parce que c'est un move complètement légitime et complètement logique pour la Russie d'être allé chercher cette mini-province-là pour avoir un port. Mais mon point... Ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien dans le rapport de force réel entre la Russie et l'Ouest. Ça ne change rien, là. On n'est pas à Berlin, là. On n'est pas réellement dans l'Occident, là. C'est une place russophone. Mais je suis d'accord. Mais il y a plein de ces endroits-là qui sont pas dans l'Occident aussi et qui sont convoités par des puissances qui ne toucheront pas aux intérêts de l'Occident et qui pourraient avoir la tentation de régler leurs problèmes de cette façon-là. Et même si c'était moins légitime que la Crimée, nous ne lèverons pas plus le petit doigt. Je suis pas sûr, sérieux. Je veux dire, on a... Tu dis ça, mais en même temps, on est allé envers l'Irak puis l'Afghanistan sur genre des rumeurs, essentiellement. Mais c'est big, ça, là. Oui, mais justement, est-ce que tu réalises toutes les conséquences politiques et diplomatiques que ces invasions-là ont? Les États-Unis vont se le faire reprocher pour les 40 prochaines années. C'est le spectre de l'Irak, là, présentement, c'est ce qui leur lie les mains bien plus que tout le reste dans cette situation-là. Ça va continuer à leur lier les mains pour des années encore. En même temps, ils ont fait quand même une intervention en Libye. C'est pas les États-Unis, c'est l'ONU. Ben oui. Ouais, l'OTAN, en fait. Là. L'OTAN, oui, excuse. Mais il y a eu du monde, là. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut faire peut-être attention à généraliser. Ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment un cas idéal pour la Russie, là. On va arrêter d'en parler autant qu'on a arrêté d'en parler des deux provinces de la Georgie. Est-ce que c'était un cas idéal, les deux provinces de la Georgie? Moins idéal que celle-là encore. Puis ça a marché? Mais que ça a marché. Bon, ben pourquoi ça continuerait pas à marcher? Mais ce que je veux dire, c'est que ça va arrêter parce que ça va arrêter d'être idéal. Il peut pas aller pogner à Pologne, là. Mais c'était pas idéal dès la Georgie. C'est ça que je te dis. C'est qu'il est juste en train de prouver que ça a marché quand c'était pas idéal. Fait que là, il en a pris un autre, juste parce que c'est à côté. Il y a des échelles de non-idéal. Encore là, comme je te dis, c'est qu'ils vont pas aller pogner à moitié est de la Pologne, là. Non, mais ça l'intéresse pas. Mais ce que je te dis... C'est ça que je dis. Oui, OK, d'abord. Ce que je te dis, c'est qu'on se rend compte que maintenant, l'Occident en général devient de plus en plus replié sur ses propres frontières naturelles, entre guillemets, et la Russie est en train d'illustrer qu'en dehors de ces frontières naturelles-là, on retourne un peu dans une espèce de free-for-all dans laquelle la force armée peut redevenir un moyen de légitimer des prises de possession territoriales, en dehors de ces fameuses frontières naturelles de l'Occident. C'est vrai. Mais d'une manière, tu peux voir mais ça veut dire beaucoup, ça, là. L'OTAN et l'Union européenne ont quand même fait énormément de gains dans les 20 dernières années, alors que la Russie a fait... Écoute, ils sont allés chercher la Crimée puis 2 mini-provinces de la Géorgie. Comparé à aller signer la Finlande... C'est-tu la Finlande? En tout cas, un pays scandinave dans l'OTAN, la Pologne dans l'OTAN, puis la Turquie dans l'OTAN. Je veux dire, si tu regardes qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, là, l'Occident a clairement fait bien plus de gains que la Russie. Oui, sauf que... Je trouve que c'est très minime par rapport à ce que... Mais, ce que je veux dire, c'est le principe. C'est le principe. Oui, mais maintenant, ce que je veux dire, oui, c'est bien beau le principe, mais le vrai monde, il
il marche pas avec juste des principes, là. Non, mais l'ONU est fondée entièrement sur le fait que tu dois respecter des principes. L'inviolabilité des frontières, là, c'est un principe fondateur de l'ONU. Oui, mais en même temps, t'as genre Taïwan, t'as la Corée du Nord, la Corée du Sud. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau ces principes-là, mais tout le monde vit au-dessus de ces affaires-là. Là. Ça fait des années que le Conseil de sécurité de l'ONU deal bien plus profond que juste ces principes Oui, mais à superficiels-là. mais à part la Géorgie puis la Crimée, là, c'est quand la dernière fois qu'il y a un pays qui a élargi ses frontières nationales avec la force armée? Israël. OK. Ça continue d'ailleurs. Ça a bien passé? Ben, je veux dire, ça a bien passé. C'est arrivé pareil. Oui, mais OK, je suis d'accord, mais les derniers développements sont, je pense, plus majeurs que ce que Israël fait dans son Mais en coin. même temps, oui, ils ont fait ça avec l'armée, mais j'ai pas eu grand balle tiré, là. Non, mais ça commence, là. Ouais, OK. Non, mais ça commence. Écoute, je pense que... Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on fait un gros cas de ce qui se passe en Crimée parce que c'est la Russie. Pas parce que c'est la Crimée ou c'est réellement si important que ça. Moi, je fais un gros cas de ça, pas parce que je veux être alarmiste, pas parce que je pense que c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence, juste parce que c'est la première fois depuis un certain temps qu'un principe fondateur de l'ONU, c'est-à-dire le respect des frontières, pire encore, qu'un pays viole un traité qu'il a signé relativement récemment, parce qu'il faut comprendre, là, tu sais que l'intégrité des frontières ukrainiennes a été garantie par le traité qui les a fait se débarrasser de leurs armes nucléaires. Oui. Et la Russie était signataire de ce traité-là, et elle l'a violé. Et elle n'en subit, à toute fin pratique, aucune conséquence. C'est ça qui, je trouve, a une influence féconde et inquiétante, ou en tout cas, à terme, importante sur le développement des relations internationales. Mais en même temps, quand on regarde des pays qui sont découpés comme la marde, c'est bound to happen. Mais justement... L'Afrique, c'est un exemple de ça. On est arrivé, on fait des lignes rapport à rapport. Qu'est-ce qui se passe? Plein de guerres civiles, puis plein de repossessions, puis de modification de la carte. C'est le même cas en... Tu peux pas juste... Ce que je veux dire, c'est que tu pouvais pas prendre la carte au complet de l'URSS, démolir ça, puis penser que ça allait être parfait, là. Si les imperfections qui restaient, c'est un bout de la Géorgie, puis un bout de la Crimée, pas si pire, là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que un des principes des relations internationales dans les 50 dernières années, c'est que ça ne devait pas arriver. Et ce qu'on est en train de remarquer, c'est que finalement, ça marche pas. Ouais. Okay. Et ça va avoir une influence. Je te dis juste, regardons vers l'avant. Ne soyons pas alarmistes, mais ne nous cachons pas le fait que cette situation-là, peu importe son dénouement, va quand même avoir, à titre d'exemple, une conséquence sur la façon dont va être dealée la question des frontières, particulièrement en dehors des intérêts vitaux de l'Occident, pour les 10-15 prochaines années. C'est vrai, ça c'est vrai. Et pour ça, je pense que c'est intéressant qu'on s'y attarde, puis on voit comment ça va se terminer. Hey, c'est dommage, j'avais plein d'autres idées, plein d'autres sujets dont j'aurais aimé discuter. Faudra faire une autre émission. Non, c'est pas vrai. On n'a plus rien sur le plan, là. C'est vide. Fait qu'écoute, on a terminé. Il ne nous reste donc plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.